Chers internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue à WMTV. Le chlordécone, bilan et responsabilité. Innovation du carnaval 2018. Kémy Séba en Guadeloupe. Élection au Venezuela. Les armes et Donald Trump. Emmanuel Macron et notre vidéo de la semaine. Josette Manin monte au créneau tant aux Antilles que dans l'Hexagone. On ne peut plus taire l'affaire du chlordécone. Je veux interpeller le ministre lui-même, puisqu'il est venu à Martinique il y a quelques semaines. Donc forcément, c'est un sujet qu'il connaît, c'est un sujet qu'il a refusé d'aborder. Mais donc il va falloir effectivement que devant les parlementaires de l'Outre-mer, devant les parlementaires français, il puisse s'expliquer. L'État français est au cœur du scandale que le ministre avait refusé d'aborder, bien qu'il connaisse la réalité, surtout pour s'être déjà rendu sur place en Martinique. Le chlordécone aux Antilles, c'est l'équivalent des essais nucléaires en Polynésie ou de l'amiante dans l'Hexagone. Cet insecticide utilisé pendant plus de 20 ans, de 1972 à 1993, dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique, a empoisonné les sols, les rivières et la mer pour des centaines d'années. Ils nous font attendre 100 ans, voire même plus que 100 ans, pour que nos sols soient guéris. On aurait pu arrêter ça depuis longtemps et que maintenant on pense à désempoisonner la terre, ça sera encore plus long, alors on aura le temps de crever tout ça. Et pourtant, les alertes sur la dangerosité du chlordécone n'ont pas manqué. Aux États-Unis, dans l'usine d'Hopewell où il était fabriqué, plus de la moitié des ouvriers ont été victimes de troubles neurologiques graves. L'usine a été fermée et en 1976, le chlordécone est interdit aux États-Unis. Et pourtant, ce pesticide continue à être utilisé dans les bananeraies aux Antilles jusqu'en 1993. À plusieurs reprises, alors que le chlordécone est interdit en France à partir de 1989, le gouvernement accorde aux planteurs des dérogations. Des dérogations ont été données aux planteurs. S'agit-il du génocide par substitution, formule de Césaire Aimé? Ceci devient une réalité concernant ces dites dérogations accordées pour proroger la diffusion de telles substances toxiques. Ne s'agit-il plus maintenant de quelques lanceurs d'alerte ou des théoriciens du complot? Ce sont bien des accusations de beaucoup de militants en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et dans le monde, corroborées de l'escalade des informations gravissimes des médias officiels, réseaux sociaux de par le monde. Certes, pour l'histoire douloureuse de l'esclavage, certains ont choisi l'humour noir. Reconstitution d'un crime contre l'humanité, le négrier Bradiac de Foyal ne fait pas sourire. C'est un vrai sujet qui fâche. Certains Martiniquais n'ont vraiment pas digéré l'outrage. Nous allons faire le plein, nous allons chercher des esclaves et donc nous allons chercher de la main d'œuvre au port comme prévu. Malheureusement, la Martinique n'a pas encore des lois comme en France pour légiférer et juger contre l'humour, à l'instar du Shoah Ananas de Dieudonné Mbala qui mobilise toute une classe politique et leurs médias. Dommage qu'il n'y ait pas un Manuel Valls et un CRIF nègre à l'instar du CRIF de France en Martinique pour juger les humoristes du carnaval, surtout lorsque des métropolitains bon enfants s'y mettent pour chercher d'autres cargaisons d'esclaves, disent-ils, pour les négriers du Mardi Gras. Certains Martiniquais ont prétendu associer le drapeau noir, rouge, vert au défilé carnavalesque. Pour la montagne, une opportunité
de bon aloi politicien qui ressort d'une volonté de mettre à profit le divertissement populaire pour un message particulier. Mais dans la confusion carnavalesque, la réceptivité est-elle de mise dans ce vide défoulement burlesque selon l'étymologie, sachant que le carnaval signifie carni, c'est-à-dire chair, et val, fête. Le carnaval est à proprement parler une fête de la chair. Cette tradition est bien romaine ou occidentale, sans rapport avec la tradition africaine ou celle des ancêtres. Dans la coutume romaine, il s'agit d'un ultime défoulement de liesse avant d'entrer dans le mois sacré du jeûne, le carême chrétien. Rien à voir avec l'espoir des organisateurs de vénérer les ancêtres africains et l'Afrique, ce qui est un vrai paradoxe par rapport à l'esprit d'église ou des temples de l'univers. Son arrivée pleine d'émotions pour le globe-trotteur anti-mondialiste Kémy Séba, leader de l'ONG Urgence Panafricaniste, qui a motivé toute la Guadeloupe pour cette rencontre avec ce fils de l'Afrique venu rejoindre ses frères et parents caribéens afro-descendants. Énormément d'émotions. C'est une terre splendide, c'est une terre sacrée, c'est une terre de résistance, c'est une terre de douleur, c'est une terre de souffrance, c'est une terre de dignité. Et c'est une terre à partir de laquelle partira, je pense, un certain nombre de combats pour le peuple noir dans sa globalité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. L'accord chaleureux réservé par le Gros Cas et les chansons dès l'aéroport n'ont été que l'évidence de la culture ambassadrice guadeloupéenne de ces acteurs associatifs qui ont permis la venue de Kémy Séba au service de la cause commune du peuple africain. Alors qu'en Martinique, les marchandages et arrière-pensées vont bon train pour certains, dont cette présence de Kémy Séba n'est pas la bienvenue en Martinique avec d'autres appréhensions, puisque sa non-venue en Martinique serait révélatrice des équivoques du soi-disant panafricanisme martiniquais. Le discours de Kémy Séba est fondé et rassembleur. Son discours est un appel de conscience de la gravité du colonialisme et de ses effets autant aux Antilles, Guyane, en Afrique et dans le monde. Nous sommes venus ici pour communier avec notre peuple et nous sommes venus aussi pour parler d'un certain nombre de sujets qui fâchent, qui ne fâcheront pas notre peuple, mais qui fâcheront ceux qui marchent sur le dos de notre peuple. Quels sont-ils? Nous en parlerons lors du séjour. Mais je pense que quiconque doté de raison sait exactement de quoi je parle. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Nous luttons contre le néocolonialisme qui touche notre peuple partout où il est installé. Et il n'y a pas besoin de faire Matsup ou Matspé pour savoir qu'en Guadeloupe aussi, notre peuple malheureusement subit les affres du colonialisme d'une façon ou d'une autre. Quand nous sommes au XXIe siècle et qu'on apprend que la chlordécone, par exemple, est usitée alors qu'elle est interdite en métropole et dans bon nombre d'autres endroits, il est de notre ressort et de notre devoir de parler de cela parce que tout est lié. On parle de l'ultralibéralisme dérégulé, on parle de l'ultracapitalisme dérégulé qui asphyxie les uns et qui donne de l'oxygène aux autres. Et nous voulons un monde d'égalité, un monde de justice sociale, un monde dans lequel les Noirs et les autres peuples du monde, blancs, jaunes, violets, quelle que soit leur couleur, pourront marcher en égalité. Mais tant qu'il y en aura certains qui marcheront sur les dos d'autres, le monde ne pourra pas tourner en rond. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. L'appel de Kémy Séba ramène aux fondamentaux de l'unité du peuple noir dans sa diversité culturelle, spirituelle et civilisationnelle. Qu'est-ce que ça représente pour vous justement? Ouh là là, alors moi par contre, qu'est-ce qu'il représente cet homme? c'est... Oh là là, j'en ai tellement des frissons dans tout le corps qui passe parce que c'est un phénomène de société et de la cause noire et se bat pour des sujets des vrais sujets et qui fâchent forcément.
Et moi, pour mes enfants, ils savent qui il est, ils savent ce qu'il représente et ils savent qu'on a du soutien derrière pour la cause noire, pour voilà, tout ce qu'on arrête de nous piller et qu'on arrête voilà, de profiter de nous. Parce que toutes les richesses sont en Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que c'est le contraire et qu'on lâche sans jamais qu'on nous donne, quoi. Et il est temps de reprendre tout ce qu'on a et d'arrêter de donner. Voilà. Merci en tout cas. Pour moi, c'est un jour extraordinaire aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un combat racialiste ou un combat des nations contre d'autres nations, mais une démarche de ramener le curseur de la justice au profit de tous les peuples et de l'humanité. Parce qu'il y a une période où on pousse notre peuple à oublier ses racines, que ce soit dans les Caraïbes, en Afrique ou en Occident. Parce qu'il y a une époque où on pousse notre peuple à penser que le paradis et la vérité de l'histoire de l'humanité doit sonner ou être conjugué au temps de l'Occident. Voir une population aussi nombreuse ce soir pour parler de notre racine de 1, mais parler de notre situation politique de 2. Et je salue aussi les renseignements généraux qui sont présents ici pour surveiller la conférence, évidemment. Que ces derniers soient noirs ou blancs, qu'ils sachent que eux aussi la conférence leur sera adressée ce soir. Ce discours rassembleur est primordial, là où surtout à la Martinique, où se trouvent des extrémismes raciaux qui, en pensant s'attaquer au christianisme pluriel, s'en prennent en fait aux croyances de millions de populations, et aux nations des territoires insulaires. Le système fait tout ce qui en sont possible pour qu'on pense à tout ce qui est possible sur cette terre, sauf notre situation politique. Ils font tout pour que nous pissions le sang, excusez-moi la crudité de ce terme, mais que nous puissions continuer à sourire tout en souffrant. C'est leur souhait, c'est leur projet politique. Et voir une population aussi nombreuse en 2018, alors que pendant longtemps on a fait croire dans le monde que la population des Caraïbes était heureuse de son sort, que notre peuple dans les Caraïbes était contente de vivre dans ce prétendu paradis qu'est la France, qui n'a pourtant imposé que souffrance à notre population depuis si longtemps. Voir une population telle que celle-ci, je le dis et je le répète, que ce soit les services de police, que ce soit les autorités françaises, ou que ce soit les adversaires de l'autodétermination de notre peuple, ceux qui sont inquiets sont ceux qui nous ont opprimés pendant très longtemps. Mais l'espérance doit être plus que jamais présente pour notre population. Et donc une dernière fois, applaudissez-vous s'il vous plaît. Le combat pour la justice de Kémy Séba, que l'on sache, a ses résonances internationales en Europe, en Afrique et dans le tiers-monde. Avant son pèlerinage en Europe contre l'esclavage en Libye et l'incurie des dictatures africaines de la France-Afrique, le leader d'urgence panafricaniste s'est rendu en Russie de Vladimir Poutine pour un tête-à-tête avec l'idéologue Alexandre Doukhine, conseiller du président de la Fédération de Russie. Son entretien relayé par les médias concerne la destinée souverainiste de l'Afrique et des Africains dans leurs pays respectifs sur la planète. Des discussions fructueuses sur la tradition, le panafricanisme et la transformation du monde unipolaire par l'alternative de la multipolarité et de la souveraineté dans le programme de la lutte Sud-Nord, une nouvelle donne au matérialisme hégémonique des pays du Nord ou de l'Empire. Eh bien, le Venezuela accumule les conquêtes électorales, celles de l'Assemblée constituante, celles des gouverneurs du pays. Certains pays occidentaux, dont la France et les USA, après tous ces succès, ne voient que de nouvelles sanctions à imposer au Venezuela, comme pour la Syrie et la Corée du Nord. Le Venezuela, contrairement, dispose de ces anticastristes. Paradoxalement, à Cuba, ces anticastristes vénézuéliens ne sont pas à l'extérieur ou à Miami, mais aux côtés des USA à l'intérieur de la République bolivarienne.
L'ancien président Maduro n'a pas hérité d'un pays sécurisé par une révolution culturelle à l'instar de Cuba et de la Chine. Hugo Chavez, le défunt président, s'est attelé surtout à améliorer dans son vivant la condition du peuple par la socialisation de l'enseignement des structures socio-médicales et autres secteurs vitaux du pays. Avec la crise pétrolière, les pressions intérieures de l'opposition reliées à celles des USA et de l'Occident ont tenté de réitérer dans ce pays pétrolier et gazier, membre de l'OPEP, les mêmes scénarios du printemps arabe comme en Tunisie, en Syrie et en Libye. Comment une telle opposition radicale peut-elle expliquer la forte participation populaire au scrutin précédent de l'Assemblée constituante et des gouverneurs du pays, faisant plébiscite au successeur de la politique d'Hugo Chavez? Suivant la Constitution américaine, les civils ou citoyens américains ont la faculté de s'armer. Les lobbies de l'armement y sont très puissants. Et les tueries se succèdent, par exemple, à Las Vegas, 58 morts en octobre 2017, 12 fusils trouvés dans la chambre d'hôtel à disposition du tueur dénommé Stephen Paddock. Las Vegas, 1er octobre 2017. Les États-Unis vivent la plus grande tuerie de masse de leur histoire. 58 personnes sont abattues et plus de 500 blessés. Dans la chambre d'hôtel du tueur, on retrouve 23 armes à feu, dont des fusils d'assaut. Comme à chaque fois, des voix s'élèvent pour la régulation des armes. Mais comme à chaque fois, ces appels restent lettres mortes. Pourquoi ? Eh bien principalement à cause de la NRA, la National Rifle Association, qui depuis plus de 15 ans est parvenue à bloquer systématiquement toutes les propositions de loi sur la régulation des armes. Pourtant, la NRA n'a pas toujours eu cette obsession. Jusque dans les années 60, la NRA c'était une association de chasseurs et d'amateurs de tir sportif qui politiquement restait plutôt modérée. Dans les années 30 par exemple, la NRA a apporté son soutien à plusieurs lois qui favorisaient un contrôle plus strict des armes à feu, comme par exemple le Federal Firearms Act de 1938. Quelles sont les mesures de l'administration américaine? Eh bien, pour Trump, il s'agit d'armer les enseignants et pourquoi pas bientôt les élèves. S'exprimant pour la première fois depuis la fusillade de Parkland qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride, le chef du puissant lobby américain des armes, la National Rifle Association, NRA, a dénoncé jeudi 22 février la politisation honteuse de la tragédie par les partisans du contrôle des armes à feu. Au rythme de la baisse de popularité du président de la République française, c'est l'inquiétude de tous les Français d'une manière de gouverner au profit des patrons de la France, des patrons de la finance ou des banques, ce qui ne leur convient pas, c'est-à-dire le néolibéralisme équivoque du social et de l'État-providence. Les gens souffrent de ce système. Pour Emmanuel Macron, les ennuis commencent. Sondage après sondage, la tendance se confirme, le président chute lourdement. 40% d'opinion favorable, moins 5 points en un mois selon un sondage ELAB publié ce jeudi. Moins 10 points selon le dernier baromètre IFOP. Après 3 mois seulement à l'Élysée, cette chute dès l'été est inédite sous la Ve République. À l'exception de Jacques Chirac, déjà très impopulaire à l'été 1995, avec 39% seulement de satisfaits, le chef de l'État fait moins bien que ses prédécesseurs récents à l'Élysée. En 2007, Nicolas Sarkozy surfait dans les sondages avec 66% de bonnes opinions. Même François Hollande, rapidement devenu le président le plus impopulaire de l'histoire, contentait encore 56% des Français en juillet 2012. Un des amours d'Emmanuel Macron, particulièrement marqué chez les retraités, inquiets de la future hausse de la CSG en janvier. Chez les fonctionnaires aussi, déçus des coupes budgétaires et du gel de leurs points d'indice. Des critiques auxquelles s'ajoute celle sur un excès d'autoritarisme du président après la démission du chef d'état-major des armées. Habile dans la communication, Emmanuel Macron doit désormais convaincre les Français que ses actions aussi sont les bonnes.
Ce malaise est traduit par des mobilisations qui se succèdent dans tous les secteurs. Les gens comprennent mal les décisions du gouvernement, surtout qu'ils sont frappés de plein fouet par la crise, le chômage des jeunes et non jeunes allant en s'aggravant, alors que la France s'engage à l'étranger avec des pays européens et l'OTAN dans des investissements militaires lourds. Sur insistance d'Alger, Tunis a refusé une proposition de l'OTAN de sécuriser la frontière algéro-tunisienne. Selon le journal El Bilad, qui a rapporté l'information, Abdel Karim Zebeidi, homme politique tunisien, a affirmé lors d'une séance de questions orales au Parlement tunisien que l'OTAN a proposé à son pays l'organisation d'opérations de contrôle sur sa frontière avec l'Algérie, sous la couverture d'une aide logistique et technique pour aider la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme, chose qu'ils ont refusée. Mais jusque-là, tous les territoires contrôlés par les Américains sous prétexte de guerre contre le terrorisme a servi à des manœuvres séparatistes et à protéger d'autres terroristes dits modérés comme Jabhat al-Nusra. Alors, doit-on conclure que les Américains sont en train de préparer l'instabilité en Alger et en Tunisie suite à une possible succession du président algérien? Écoutons l'analyse de Luc Michel, géopoliticien, à ce sujet. Même si c'est un peu une politique de non-dit. On n'est pas dans de l'officiel, on n'est pas dans des accords officiels, mais c'est la conclusion. L'article que vous avez publié, la dépêche sur Alger qui avait empêché le déploiement, c'est tout à fait réel. Nos amis européens, occidentaux, quand ils ont attaqué la Libye, non plus ne nous ont pas demandé, aujourd'hui les gens meurent, quand ils ont divisé le Soudan en deux. Regardons aujourd'hui les foyers de tension en Afrique. En Somalie, le meilleur qu'on a fait, une intervention et on s'est retiré rapidement. Le désordre s'est installé. La division du Soudan a amené aujourd'hui à une guerre civile et des millions de morts, plus que les morts pendant les 50 années de guerre entre les Soudanais, entre eux, en 2 ans. La destruction de la Libye. Mon frère disait que c'était le travail inachevé. Non, le travail a été achevé. L'objectif recherché étant l'assassinat de Gaddafi, mais pas autre chose. Pas autre chose. Donc, disons-nous que le travail a été achevé. Mais ce qu'il n'a pas eu, c'est le service après-vente. C'est le service après-vente qu'il n'y a pas eu. Donc on aurait dû accompagner les Libyens pour la naissance, comme disait en son temps, la nouvelle Libye démocratique, la nouvelle Libye en paix, en stabilité. Gaddafi est mort, c'est terminé, bagage plié, on est parti. Et voilà, aujourd'hui, la Libye est devenue le terreau de terrorisme et de tous les brigands, de tous les malfaiteurs. Les Libyens sont désœuvrés, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Les Libyens des souilles, pas les étrangers qui viennent détruire le pays. Le Mali, c'est une conséquence directe de la destruction et du désordre de la Libye. Le Boko Haram n'avait pas de force, ni du matériel. Le Boko Haram, c'est aussi une conséquence directe de la destruction de la Libye. Au Cameroun, la guerre Boko Haram au Cameroun, c'est aussi les conséquences directes de la destruction de la Libye. Les armes qui circulent dans l'Afrique au sud du Sahara, jusqu'au rivage, je dirais de l'Équateur, ces armes-là vont aller encore plus loin. Vous savez très bien, et tout le monde sait, que la Libye fait partie des pays
les plus armés en Afrique et je dirais même au monde, au temps de Kadhafi. Toutes ces armes aujourd'hui se trouvent dans la nature. Mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, je ne dirais pas Ibeka encore, me disait tantôt que la solution est entre les mains des Africains. Monsieur le Président, mon frère, la solution n'est pas entre nos mains. La solution, c'est entre les mains de l'OTAN, qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre, l'ordre. C'est simple. Oui, mais il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. C'est notre vie. C'est l'Afrique qui est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger. Les Nations Unies qui ont donné le quitus sont responsables aussi. Donc, aucune armée africaine ne peut aller détruire en Libye le terrorisme. Je ne dis pas le peuple libyen. Les populations libyennes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur idéologie, peuvent dialoguer et trouver une solution. Mais là où le bas blesse, comment peut-on négocier ou dialoguer avec les intégristes, avec les fondamentalistes? C'est impossible, il n'y a pas de dialogue. Et ce sont ceux-là aujourd'hui, ceux-là qui font le jeu en Libye. Donc il n'y a que l'OTAN qui a les moyens nécessaires, comme ils l'ont fait pour faire partir Kadhafi, pour assassiner Kadhafi, à aller assassiner aussi les terroristes là-bas. La base, c'est là-bas. On tue un serpent par la tête, mais pas par la queue. N'est-ce pas? Donc, si on veut résoudre le problème du Sahel, si on veut résoudre les problèmes en Afrique, ailleurs, au sud du Sahara, il faut s'occuper de la Libye. Il faut tuer, n'est-ce pas, comment on appelle, le terroriste qui sont là-bas. Nous pourrons les accompagner, nous on va aller avec. Il n'y a pas de solution. Ça c'est un problème, je crois auquel vous ne pouvez pas chercher de midi à 14h de solution. La solution, ce sont nos amis, n'est-ce pas, occidentaux. Ils doivent trouver, monsieur le ministre, vous m'excusez, je ne vous dois pas vous. Donc c'est à nos amis occidentaux de trouver une solution pour la Libye, n'est-ce pas, et pour le peuple libyen et pour l'Afrique. Eh bien, chers internautes, WMTV vous remercie. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube, sur notre site blogueur Wana Kaira Martinique TV et faites passer l'info.